Le deuxième symposium, toujours dans le cadre de gastroentérologie et nutrition pédiatrique, et qui est sponsorisé par le laboratoire Bledina, et qui va être présenté par notre éminent orateur, professeur Abkari, chef de service de pédiatrie 3 à Casablanca, et qui va nous parler de l'importance de l'alimentation des 1000 premiers jours dans la prévention de la dénutrition chronique. Cher professeur Abkari, à vous la parole. Merci, Madame Erkain. Donc, je reprends ce symposium, ce sujet-là. On a choisi la thématique, c'est-à-dire le titre, c'est l'importance de l'alimentation des 1000 jours dans la prévention de la dénutrition. Donc, on a remarqué que ces dernières années, en ce qui concerne la nutrition, on n'est plus dans la configuration d'il y a longtemps. C'est-à-dire, c'était dominé par la malnutrition aiguë, à savoir kwashiorkor, marasme, etc. Mais aujourd'hui, on est confronté à un réel problème. C'est la dénutrition chronique, c'est le retard statural. Donc, je vais vous le dire rapidement. 15% des enfants de moins de 5 ans ont un retard statural au Maroc. Et puis, à l'échelle mondiale aussi, il y a une fréquence très importante. Donc, on a vu qu'il y a une régression de ces formes aiguës au Maroc. On a encore ces formes aiguës en Afrique, mais on se retrouve avec le retard statural, avec des nutritions. Et on s'est dit, cette dénutrition, ce retard statural, souvent, c'est pas toujours dû à un déficit d'apport. C'est des conduites alimentaires inadéquates. Et donc, on s'est dit, comment parer à ce problème? Donc, nous, aujourd'hui, ici présents, en tant que pédiatre, notre rôle, il est très important dans la prévention de ce phénomène. Et parce que on a une fenêtre d'opportunité qui s'appelle les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours du cycle de la vie, où il faut agir, parce que c'est là où il faut agir et c'est là où il faut espérer vaincre donc ces indicateurs de nutrition qui se présentent à nous. Alors, juste rapidement, un petit aperçu sur l'ampleur du problème à l'échelle mondiale. Il y a des chiffres qui font peur. Dans les pays en voie de développement, 30% des enfants sont sous-alimentés. 11 millions de décès, dont la moitié c'est généré par la malnutrition. Et 2 milliards d'individus souffrent de carence en micronutriments. La carence en micronutriments, ce qu'on appelle la faim cachée. On fait rarement attention et on fait beaucoup plus attention aux protéines, glucides, etc. Mais on oublie les micronutriments et la plupart des micronutriments participent à la croissance dentaire. Donc, 140 millions d'enfants souffrent d'avitaminose A. Seulement au Maroc, il y a un success story. On est pratiquement près de l'éradication, c'est-à-dire du retour à la normale, c'est-à-dire il y a plus de carence en vitamine A. Et 17% de retard de croissance à l'échelle mondiale, et chaque année, 11 millions de nouveau-nés de faible poids, et en Asie du Sud, etc. Au Maroc, qu'en est-il? Alors, au Maroc, depuis les années 60, il y a le ministère de la Santé qui s'est intéressé à ce volet de nutrition par l'élaboration de stratégies, de plans, de programmes, etc. Et si on va un peu plus loin, les années 60, c'était beaucoup plus des programmes de lutte contre la malnutrition protéino-calorique. Et les anciens parmi nous se rappellent, dans les services où le kwashiorkor s'est vissé, il y avait toute une salle où il y avait que le kwashiorkor avec Madame Chabi. Et c'était le temps de cette malnutrition un peu particulière. Mais aujourd'hui, on les voit plus, mais on voit beaucoup plus cette dénutrition chronique et le retard statural. Donc finalement, au niveau du ministère, il y avait ces efforts-là, et en 2011, il y avait l'élaboration de la stratégie nationale de nutrition, à laquelle j'ai participé, j'ai assisté à des réunions dans le cadre du comité national de nutrition, et cette stratégie avait, il y avait la stratégie, et tout dernièrement, parce que c'était 2011-2019, et juste après c'était le programme de nutrition, et avec comme objectif en 2025, je vais rapidement vous parler des objectifs, parce que c'est vraiment très ambitieux. Alors, cette stratégie, il y a un volet, vous le voyez en jaune, qui était dédié à la promotion, donc à l'alimentation de l'enfant.
Et bien entendu, il y avait un autre volet aussi, c'est la prévention de la carence en micronutriments, parce qu'il y avait une conscience de ce qui est la carence en micronutriments. Et il y a beaucoup de données, des diapos que j'ai pris de chez Madame Leila Al-Ammari. Hein, elle a fait un travail tout récemment dans le cadre de sa thèse originale. Et il y a même des chiffres qui datent de 2019, l'enquête récente. Donc je la remercie à l'occasion. Alors en ce qui concerne l'allaitement maternel au Maroc, il a vu donc des hauts et des bas. Et en 2007, on a constaté un déclin de l'allaitement maternel exclusif. C'était vraiment à 15%. Et là, donc, ça a coïncidé avec l'élaboration de cette stratégie et de l'intérêt que portaient donc les autorités sanitaires à ça. Et il y avait même la semaine de promotion de l'allaitement maternel. Et on a vu que le chiffre augmente. Il a augmenté 27. C'était en 2011 et coïncidant avec la mise en route de cette stratégie de nutrition. Et en 2018-2019, le travail auquel je faisais allusion de Leila Al-Ammari, on est à 35% d'allaitement maternel exclusif. Donc vraiment, et on escompte que d'ici 2025, ça sera 50%. C'est déjà une bonne ambition. Voilà donc les indicateurs. Il y a la prévalence du surpoids chez les enfants de moins de 5 ans. On est à 9,5%. Il y a la prévalence du retard de croissance 15% et on escompte 9% en 2025. La prévalence de la carence en vitamine A, on escompte l'élimination totale de cette carence en 2025. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens, ainsi que le taux de pratique de la mise au sein précoce et l'allaitement maternel exclusif, etc. Alors, qu'en est-il de ce retard statural, de cette dénutrition chronique? On a vu donc les courbes qui se profilent. Il y a l'émaciation, il y a l'hypotrophie, etc. Mais il y a en bleu, là, c'est le retard statural. Certes, il y a une diminution, mais on est toujours confronté à ce problème. Et à peu près le chiffre actuellement, c'est à 15% des enfants de moins de 5 ans, il y a un retard statural. Et puis, ce chiffre-là, il y a une variation selon les régions. Et vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas seulement dû à un défaut d'apport, mais parfois à des conduites alimentaires inadéquates. Et si vous voyez ça, je sais pas s'il y a un pointeur, cette région-là, c'est la région de Beni Mellala, c'est enfoncé. C'est une région agricole, hein, elle est riche en aliments, etc. Et pourtant, on a un taux très élevé de retard statural. Donc finalement, c'est un problème de... Voilà, on voit ici donc les différentes régions du Maroc, les différentes provinces, et on voit particulièrement le taux, il est très élevé dans cette région, de façon paradoxale à la mise, c'est-à-dire que c'est une région agricole et il n'y a pas mal de moyens. Donc c'est des conduites. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui. Je vais le dire à l'occasion du fer, et tu vas voir que le chiffre de la carence en fer, il est énorme dans les régions montagneuses, les régions que tu fais allusion à Sidi Bouhmouch. Et puis au Maroc, on est confronté à un double problème. En même temps que la dénutrition chronique, le retard statural sévit encore, et parallèlement, il y a l'émergence du surpoids et de l'obésité. Et vous voyez que chez l'enfant de moins de 5 ans, 10,8% de surpoids et 2,9, soit 3% d'obésité. Et encore plus flagrant chez les enfants entre 13 ans et 17 ans. Donc on est confronté à cette double problématique au Maroc. Alors je vais juste rappeler que l'enquête de Madame Al-Ammari a fait état d'un score de diversité alimentaire et les défectueux aussi bien dans le secteur rural que dans le secteur urbain. L'évolution de la carence en vitamine A, c'était un véritable success story. Hein. Donc on était à 40,9%
Aujourd'hui, c'est-à-dire l'enquête en 2019, 8,8% seulement de carence en vitamine A, et on espère l'élimination totale en 2025. La carence en fer aussi, il a connu un déclin. Aussi, c'est grâce aux efforts consentis dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie nationale. On est à 23,5%. La même chose pour la carence en vitamine D. On voit c'est beaucoup plus l'insuffisance. La carence, aussi bien dans le secteur rural que urbain, mais un peu plus dans le secteur urbain. Et ça, vous le savez très bien. En milieu rural, l'enfant il est beaucoup plus exposé aux rayons solaires, et donc en urbain, on est casanier, etc. Alors, comment parer? C'était juste pour vous dire que la situation nutritionnelle, de façon rapide, je peux pas prétendre parler de tous les paramètres nutritionnels en une demi-heure, c'est pas évident. Mais c'était juste pour vous dire que comment peut-on agir pour prévenir ce retard de croissance. Il faut agir dans une période, la fenêtre d'opportunité, c'est la période des 1000 jours. Parce qu'on a le privilège, nous, pédiatres, d'agir à ce niveau-là. On a le petit depuis la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, et c'est là où les choses doivent être jouées. Alors, les 1000 jours, c'est la durée de la grossesse, hein, inutile de le rappeler, et c'est de la naissance jusqu'à 2 ans. Si on compte le nombre de jours, ça fait 1000. Donc, c'est là la fenêtre d'opportunité. Et cette fenêtre d'opportunité, le concept des 1000 jours, c'est monsieur Parker qui a émis cette hypothèse. Et cette hypothèse, c'est quoi? C'est que l'environnement prénatal et périnatal influe sur les probabilités d'être atteint d'une maladie plus tard dans la vie. Maladie plus tard, monsieur Parker parle que le retard de croissance intra-utérin, ils sont exposés à l'âge adulte à des maladies cardiovasculaires, à des maladies métaboliques, etc. Et cette fenêtre d'opportunité, il fait appel aussi à la notion d'épigénétique. L'épigénétique, c'est la façon dont l'environnement et l'histoire individuelle influent sur l'expression des gènes sans altération des séquences nucléotidiques et avec un caractère réversible. Et automatiquement, si on a à agir, on doit agir à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est nous les pédiatres. C'est à ce niveau-là où il y a la plasticité et que l'action, elle est importante. Parce que tard, c'est déjà trop tard dans le cycle de la vie. Si on n'agit pas, on peut être confronté à beaucoup de problèmes à l'âge adulte. Donc, on a cette fenêtre, il faut qu'on profite. Alors, comment on va profiter? Déjà à la naissance par la promotion de l'allaitement maternel. Rien que l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est l'aliment idéal. Je ne vais pas faire une présentation sur l'allaitement maternel, mais rappeler les vertus de cet aliment qui est adapté à l'enfant, au bébé de l'être humain. Et ce lait, il ne cesse pas de nous surprendre. Et jusqu'à présent, il y a des laboratoires partout dans le monde qui ne cessent pas de découvrir des choses, des originalités à ce lait de femme. Juste pour vous rappeler, si on compare avec le lait de vache, c'est incomparable. Le lait de vache entier, mis à part, on parlait dans le temps beaucoup plus des protéines solubles, etc. Mais aujourd'hui, il y a d'autres protéines découvertes. Il y a l'ocyopentine, il y a les micro-ARN, pour ceux qui ont assisté à la conférence, comment les micro-ARN peuvent intervenir dans la genèse de certains rhumatismes chez l'enfant en passant par le microbiote. C'est extraordinaire. Il y a ceux qui protègent, il y a ceux qui prédisposent, et il y a les exosomes, etc. Donc, le lait maternel, inutile de rappeler les vertus. Et au niveau des lipides, il y a les MGGL, hein, les globules lipidiques. Et au niveau des sucres, il y a les oligosaccharides, les HMO, Human Milk Oligosaccharides, qui un produit extraordinaire. C'est le 3e composant du lait maternel et il a une importance capitale dans l'immunomodulation, dans la mise en place du système immunitaire de l'enfant. Ce lait maternel, il est largement suffisant pour venir donc pour satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques adaptés pour une croissance optimale. Et si on fait de façon mathématique, le bébé, malgré sa corpulence, il a un besoin nutritionnel très élevé par rapport, si on rapporte ça à la masse corporelle, par rapport à l'adulte.
Et là, on le comprend très bien. Le bébé à la naissance, il bascule en une année de celui qui est sur le dos animé de mouvements anarchiques à un an, un petit être qui marche, etc., qui dérange. Et là, ça illustre la vitesse de croissance à cette période-là, la vitesse de croissance notamment cérébrale, parce que un bébé sur le côté il ne tombe même pas. Et après un an, et on se rend compte quand on prend le périmètre crânien, 10 centimètres de gagné dans la première année en ce qui concerne le périmètre crânien et 1 centimètre seulement l'année suivante. Donc, vous voyez que la première année, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant à cette alimentation. Alors, le lait maternel et le lait maternel. Et si substitut il faut se référer au codex alimentarius qui parle des substituts du lait. Il doit y avoir une formule lactée. Une formule lactée parce qu'il y a des efforts qui ont été fournis pour pouvoir mimer l'aliment de référence qui est le lait maternel. Donc il n'est pas question, et on les voit dans nos enquêtes aujourd'hui encore, malheureusement, l'introduction de lait de vache entier qui n'est pas vraiment adéquat pour la nutrition d'un bébé. Donc l'allaitement maternel, et si jamais il n'y a pas l'allaitement maternel, c'est la formule. Ceci est valable de 0 à 12 mois. Et même à partir de 12 mois, il y a une alimentation spécifique. Malheureusement, au Maroc, on livre le petit au plat familial et on oublie les besoins spécifiques dans cette période-là. Donc, il faut qu'on soit conscient du problème. Donc, de nombreuses carences alors persistent et peuvent surgir chez les plus jeunes enfants et avoir des conséquences graves sur la vie de cet enfant. Et ces carences parce que on oublie l'importance du micronutriments et on privilégie parfois les protéines. Vous voyez que la balance déficit en zinc, en vitamine C, en vitamine D, etc., vitamine A. Donc, on oublie cette fin cachée qui est les micronutriments et ils font des dégâts. Alors, comment agir, j'ai dit, à la naissance par la promotion de l'allaitement maternel? Et à 6 mois, c'est la diversification alimentaire. Et il doit y avoir une diversification bien conduite. Et quand on parle de diversification, toujours on se réfère à l'âge de la diversification. Et là aussi, il y a des problèmes. L'âge de la diversification, ça a été toujours un sujet de discussion depuis 1923 où c'était 6 mois. Et figurez-vous, on revient à 6 mois. Et entre cette période-là, il y avait les guerres, et puis au moment de la guerre, 1953, on a descendu un petit peu l'âge de la diversification à 2-3 mois. Parce qu'on estimait, en rapport avec la famille, on estimait un petit peu venir au secours de ces enfants, mais en même temps, c'était une diversification inadéquate. Donc finalement, on revient à 6 mois pour l'enfant allaité au sein, et pour l'enfant allaité de façon mixte ou par une formule, on peut prétendre donc le faire entre 4 mois et 6 mois. Mais cette diversification, il faut le rappeler, il ne vient pas pour remplacer le lait. Parce qu'à partir de 6 mois, on en a encore besoin, au moins 500 millilitres. Donc, si la maman peut continuer à allaiter, c'est une excellente chose. Sinon, il faut choisir le substitut le plus adéquat. 500 millilitres par jour. Et l'histoire de dire un aliment à la fois, un aliment après aliment, c'est révolu. Il faut tout donner au bébé, mais à condition, avec de petites quantités progressivement croissantes. Parce qu'on s'est rendu compte que si on retarde l'échéance, on augmente le risque d'allergie. Donc finalement, comme une sorte de désensibilisation, même les aliments les plus antigéniques, il faut les donner tôt, sans problème, mais à petite quantité. Il faut pas surprendre le corps. Il faut aller doucement, comme une sorte de désensibilisation, et l'enfant va s'habituer. Comment agir à 6 mois? Donc cette diversification, il y avait plusieurs enquêtes. Et cette enquête-là, qui est faite à Casa et qui montre que malheureusement, et au même titre que le travail qui a été fait à Casa, je vais revenir sur ça, mais c'est pour vous dire que juste 57% des enfants sont diversifiés entre 6 et 9 mois. Donc on retarde parfois. Et 30% entre 13 et 18 mois. Et l'enquête que j'adore toujours faire référence, c'est de Tehimou, qui est très ancienne, elle est faite à Rabat, et il fait état
de pain et de thé, hein, avant entre 4 et 9 mois. On continue à le faire. Le lait de vache entier, il est introduit dans 29% des cas avant 6 mois. Et entre 6 mois et 11 mois dans 34%. Et la mise au plat familial avant même l'âge de 1 an. Donc, des aberrations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est pas un problème quantitatif, c'est un problème aussi qualitatif, c'est-à-dire de conduite alimentaire. Et puis, l'enquête dont je vous ai parlé, celle de Casa, le lait de vache à 6 mois, 30%, et moins de 500 millilitres. Donc, imaginez le reste. Et la mise au plat familial, avant 12 mois, le 1/3 des nourrissons. Le 1/3 des nourrissons, mise au plat familial. Alors, tout ça, ça va engendrer des problèmes. Le premier, c'est la carence en fer. La carence en fer, c'est la plus répandue au monde. C'est la plus fréquente au monde. Et jusqu'à l'année 2019, 31% de nos enfants de 0 à 5 ans sont carencés en fer. Et c'est paradoxal parce que c'est le métal le plus abondant dans la planète. Et pourtant, c'est la carence la plus fréquente. Et ça, elle est due à une homéostasie très difficile. Et j'imagine que cette homéostasie, elle est capitale. Parce que l'excès de fer, elle est aussi délétère. Et ce n'est que vers l'année 2000 qu'on a découvert une hormone qui régule le fer, l'homéostasie du fer. C'est l'hepsidine. Et ça a été une découverte par hasard, comme ça, des chercheurs qui travaillaient sur des molécules inflammatoires, ils sont tombés sur l'hepsidine. Et cette hepsidine, elle régule. C'est pas que j'ai ingéré le fer, il va passer directement dans le sang. Il est dans l'entérocyte, il est en attente du signal de l'hepsidine, qui va ouvrir ou laisser fermer les pores de la base de l'entérocyte. Et ce fer, donc, si on se réfère à toutes les enquêtes du ministère de la Santé, on voit que c'est constant, il y a toujours cette carence en fer. Et si Bouhmouch tout à l'heure, Azilal, la région montagneuse, c'est pas 31, c'est 53% à l'occasion d'une étude interventionnelle. 53%. Ce chiffre, on le rencontre aussi chez les Africains. Donc c'est des chiffres très élevés de la carence en fer. Et même les Occidentaux ne sont pas épargnés, mais à moindre degré. Par exemple, la France, c'est entre 10 et 40%. Tout dépend des comportements alimentaires, etc. Et en Europe, 4 à 40%, et aux États-Unis, de 6 à 15%, carence en fer chez les enfants de moins de 5 ans. Les paramètres utilisés pour juger de la carence en fer, il y a 2 paramètres sur lesquels tout le monde s'accorde. Que ça soit l'American Academy de Pediatrics, l'ESPGHAN, la HAS, etc. C'est la ferritinémie et c'est l'hémoglobine. Et là, pour différencier entre la carence et l'anémie, la carence, on peut avoir une hémoglobine normale, mais il y a une ferritinémie basse et l'anémie, c'est déjà un stade tardif, c'est-à-dire qu'on a grignoté donc le stock de fer. Bien sûr, le fer, il n'y a pas seulement la carence, mais il y a d'autres étiologies qu'il ne faut pas négliger. Et nous, pédiatres, on doit les chercher. Il y a la malabsorption, et ça, vous le savez, c'est classique, notamment la maladie cœliaque, l'exemple chef de file. Il y a la chélation qu'on oublie parfois. Elle est seulement toujours niée, mais il faut la révéler à l'interrogatoire. Chélation, géophagie, trichophagie, etc. Tout dernièrement, on a dû opérer une fille, c'était un trichobezoar incroyable en cheveux, on dirait une masse qui épouse l'anatomie gastrique. C'était à l'occasion d'une voussure épigastrique et quand j'ai fait l'échographie, ça a confirmé, c'était le chirurgien qui a, parce que il y a de l'accrétion et ça colle sur la muqueuse gastrique. Il y a la spoliation, bon, occulte notamment, et on oublie un autre mécanisme, c'est le détournement orchestré par l'Helicobacter pylori, certaines souches, pas toutes les souches, mais qui détournent le fer à son profit. Donc c'est une bactérie qui n'a pas cessé de nous étonner, elle est intelligente, donc elle a même... Alors pour revenir à cette difficulté d'homéostasie du fer, il ne s'agit pas de l'ingérer, mais au niveau intestinal, elle est confrontée à des inhibiteurs, des chélateurs inhibiteurs qui vont le chélater et l'éliminer, et des chélateurs facilitateurs. Il y a un seul, c'est la vitamine C. Mais les autres
Et on peut citer le zinc, le magnésium, les caséines, etc. Les tanates, etc. Donc les phytates, tout ça, ça peut jouer un rôle de chélateur et inhibiteur et empêcher le fer d'être. Deuxième oligo-élément en importance, c'est le zinc. On l'oublie aussi, un oligo-élément le plus répandu après le fer. Et le zinc, il est présent dans les viandes rouges et les céréales, ils peuvent limiter son absorption, les phytates, etc. Et il est surtout intracellulaire. Si on voit au niveau plasmatique, il n'y a que 0,1%. Il est beaucoup plus au niveau du cytosol. Et le zinc, pourquoi je le cite, dénutrition, retard statural, il intervient dans la division cellulaire, dans la croissance tissulaire, dans la reproduction et dans la pathologie endocrinienne et aussi dans l'immunité. Ce zinc, l'absence de stock du zinc, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Et le plus premier vulnérable, c'est les nouveau-nés prématurés. Il n'y a pas. C'est pour ça que il y a certaines formules lactédiététiques, ils ont ajouté le zinc dans les formules à raison de 5 mg par litre pour parer à ce déficit. Et les signes de carence, il y a le retard statural, bien évidemment, l'hypogonadisme, anorexie, lésions cutanées, etc. pour les grands. Et augmentation de la susceptibilité aux infections. Et parmi les infections liées au déficit en zinc, c'est les diarrhées prolongées, persistantes. Et d'ailleurs, il y a longtemps, le zinc a été incriminé donc dans la pérennisation de ces diarrhées, et parce que on a démontré, grâce aux études pakistanaises chapeautées par l'OMS, que le zinc, il peut réduire la durée d'un épisode diarrhéique, mais aussi il peut réduire le volume de la diarrhée. Donc c'est très important parce qu'elle agit sur le débit. Et c'est pour ça que l'OMS, en étant fidèle à l'objectif du millénaire, et en voulant réduire la mortalité, parce que vous savez, c'est la deuxième cause de mortalité, réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné l'adjonction de zinc dans la biothérapie, c'est-à-dire dans les sels de réhydratation orale, à raison de 10 à 15 mg par jour, 5 jours sur 7. Donc vous voyez l'importance de ce oligo-élément. En troisième, je cite la vitamine D. Beaucoup de choses ont été dites sur la vitamine D, ne serait-ce que le métabolisme phosphocalcique. Et phosphocalcique, si on voit que 90% de la masse osseuse s'opère avant 20 ans, mais 25% sur 2 ans. C'est la période de l'adolescence. Donc vous voyez que c'est une période critique et il faut faire attention à la carence en vitamine D. La vitamine D aussi, il a un rôle extra-osseux. Il n'y a pas que l'os, il y a aussi un rôle paracrine. La vitamine D, il est impliqué, incriminé dans la genèse de certaines infections, notamment la tuberculose, cardiovasculaire, pathologies associées comme les maladies inflammatoires, dissimilitaires. Le temps ne le permet pas pour détailler tous ces aspects-là, mais c'est juste pour vous dire que c'est parmi les oligo-éléments auxquels il faut s'intéresser. Il y a encore du temps? Voilà. Donc, on a dit que cette dénutrition et ce retard statural, comment agir? On a dit qu'agir dans la fenêtre, une opportunité, c'est-à-dire le jour, à la naissance par la promotion de l'allaitement maternel, à 6 mois par une diversification alimentaire adéquate tenant compte de ce problème de micronutriments, et il ne faut pas oublier la période aussi de 12 mois à 24 mois. Parce qu'on oublie, c'est une période aussi critique parce que l'enfant, dans cette période, il gagne en taille 15%, au-delà de 15% en taille et 25% de poids. Et on a l'impression qu'après l'éruption dentaire, on le met au plat familial et on le laisse. Et on imagine au Maroc laisser un petit au plat familial, j'espère qu'il va lui rester quelque chose parce que c'est pas évident. Donc c'est des choses qu'il faut encadrer. Je parle vraiment des milieux des enfants, c'est-à-dire c'est les plus nombreux, hein. Voilà, dont parlait si vous tout à l'heure. Hein? Voilà, sans fourchette et puis tu mélanger avec des adultes, etc. Donc, le pauvre, hein, il faut batailler, voilà. Donc, c'est une période de croissance qui est toujours intense, comme je viens de le dire, et il y a une alimentation spécifique. Et on oublie parfois dans les huiles, le lait entier, etc. Alors qu'il faut tenir compte, il faut toujours se mettre présent à l'esprit. La carence en micronutriments, il faut continuer à être vigilant. Et d'ailleurs, l'OMS et aussi l'ESPGN sur PGN, ils insistent sur une alimentation spécifique
puis une alimentation familiale, mais contrôlée. C'est bien hein, d'être, c'est social, la sociabilité, d'être à la même table ou d'être autour d'un plat, mais le pauvre, il faut le protéger. Voilà. L'enfant a encore des besoins spécifiques et des capacités physiologiques limitées, et il est donc recommandé de ne pas lui apporter donc une alimentation adulte avant l'âge de 3 ans. Donc vous voyez que notre rôle il est énorme durant cette période-là. Et l'enjeu, c'est de poursuivre cette nutrition spécifique. 7 fois plus de besoins en nutriments qu'un adulte, c'est incroyable. Et surtout la vitamine D, le fer, le calcium, l'iode, le zinc, je viens de citer les plus importants. Et si on voit ce diagramme-là, on s'aperçoit vraiment de la différence entre l'adulte et les jeunes enfants. Et regardez, en bleu, c'est les jeunes enfants et en rouge, c'est les adultes. Donc, le besoin, il est énorme et ce qui justifie la vigilance donc de nous tous. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? La malnutrition aujourd'hui, elle est dominée par cette dénutrition chronique et le retard de croissance. Et ce retard de croissance, il est dû en partie à cette carence en micronutriments, cette faim cachée, et que c'est pas seulement le défaut d'apport, mais beaucoup plus les conduites alimentaires qui ne sont pas bien faites. Et l'exemple tout à l'heure, j'ai parlé de la région de Beni Mellel, mais c'est Bouhmouchi qui m'interpelle pour la région de Azilal, etc. Et que comment agir? C'est nous qui devons agir, c'est les pédiatres. Donc c'est à la naissance, en faisant la promotion de l'allaitement maternel, et à 6 mois, en prenant une diversification alimentaire bien conduite, tenant compte de ces carences en micronutriments, bien entendu, et sans oublier la période de 1 an à 2 ans, où souvent, c'est les oubliés de la nutrition, malheureusement, dans notre contexte. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci François Abkari pour cette, je dirais, mise au point très complète qui montre finalement l'intérêt de l'intervention du pédiatre durant ces 1000 premiers jours pour justement prévenir cette dénutrition chronique, peut-être pas obligatoirement dans ses formes sévères, mais comme tu l'as bien cité, il y a des carences qui sont cachées, il y a le retard statural, et donc des situations qu'on pourrait effectivement prévenir par une bonne nutrition adaptée à chaque période de la vie. Il faut dire que là, le rôle de pédiatre, justement, se limite après la naissance du bébé, mais je sais que c'est pas peut-être de notre rôle d'intervenir pendant la grossesse. Il y a aussi les gynéco-obstétriciens qui s'occupent de cette période, justement, de la conception à la naissance du bébé. Et quand on sait qu'il y a aussi beaucoup de facteurs de risque chez la maman qui pourraient impacter l'état nutritionnel de l'enfant par la suite, je pense que les mesures proposées par les pédiatres pourraient être suffisantes dans une certaine mesure, mais quand on a un bébé qui est né avec un retard de croissance intra-utérin, qui a subi peut-être des conséquences ou les facteurs de risque durant la grossesse, là peut-être le pédiatre devrait doubler d'efforts, on va dire, pour justement réduire les dégâts en matière justement de retentissement sur la nutrition et la nutrition chronique. Donc la parole est à la salle s'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cette intervention. On a donc le droit à 2-3 questions maximum. Madame Lerfouri. Et après. Donc, avant tout, je tiens à remercier les organisateurs donc pour le choix de la thématique. Et puis aussi, je remercie professeur Abkari pour ce brillant exposé. En fait, personnellement, ça m'a fait revivre en fait des choses très intéressantes que j'ai vécues lorsque j'étais chef de service de la protection de la santé de l'enfant, parce qu'en fait, ce travail-là, il a été fait dans le cadre du service de protection de la santé infantile, avec ses volets nutrition, vaccination et prise en charge des maladies de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui a été prise d'une manière holistique et globale. Et ça, c'était vraiment, un pas en avant qui nous a permis d'agir d'une manière très pertinente. Et je tiens à souligner quelques points. Premièrement, lorsqu'on a adopté la prise en charge intégrée de l'enfant, premier souci était la prise en charge nutritionnelle de l'enfant, qu'elle soit à titre préventif, c'est-à-dire dans l'état normal,
mais aussi en cas de maladie. Ça, il faut le souligner. C'est la première fois que le ministère de la Santé, dans le cadre de cette approche, il a adopté une ligne spécifique à la prise en charge nutritionnelle de l'enfant malade. Et bien sûr, vous le savez tous, il y a eu l'introduction de la vitamine A pour les enfants qui ont un faible poids, donc une insuffisance pondérale, qui ont un retard statural, qui ont une anémie. Et bien sûr, il y a eu aussi le protocole de la prise en charge de l'anémie. Il y a eu aussi la vitamine D, donc comment rattraper les doses, etc., éviter la toxicité. Donc, il y a eu quelque chose qui a été très bien, codifié. Ça, c'est un. Alors là, je tiens à souligner, vous avez dit, c'est-à-dire parler de retard statural, et ça m'a toujours un petit peu interpellée personnellement. Je me disais, la situation s'améliore chez nous, mais on a toujours un retard statural. Donc, sur le plan nutritionnel, on est en train d'approcher les enfants avec des recommandations, avec des supplémentations, mais le retard était toujours là, présent. Et là, on s'est dit, il y a aussi des épisodes morbides, c'est-à-dire la fréquence, le nombre de jours que l'enfant passe en état de maladie et non pas en état de bonne santé. Et durant la maladie, donc je reviens toujours à cette prise en charge nutritionnelle, on a fait des enquêtes, bien sûr, qui n'ont pas été ni publiées, mais c'était pour l'usage interne, pour prendre des décisions qui ont montré effectivement que durant la maladie, quelle qu'elle soit, et en particulier les maladies diarrhéiques dont le professeur Heda a parlé tout à l'heure, il y a eu des restrictions, des régimes imposés, etc. Donc, je pense que vous avez rappelé un point très important concernant quelles sont maintenant les directives pour, assurer prendre en charge cette période. Alors, un autre point aussi important, c'est que Madame il y a Yerfouri. juste, non. C'est son dada et je suis très content qu'il intervienne. Non, c'est juste un commentaire. Parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les programmes. Parce qu'en fait, c'était toute une vie. 30 ans Bon, je voulais parler aussi, j'ai perdu le fil là. Oui, parce que l'enquête qui a été faite en 2019, il s'est intéressé aussi à l'acide folique, s'est intéressé à la vitamine D, mais aussi au zinc et l'iode. Donc là aussi, il y a des chiffres qui Parce que le temps ne le permet pas. J'ai pas voulu j'ai tout. compris. C'est juste pour partager ça avec les collègues. Et d'ailleurs, sur le site du ministère de la Santé, vous pouvez télécharger le rapport de l'enquête en entier avec tous les détails. Et merci pour la thématique et pour merci Madame Yerfouri pour cette précision. Vraiment, Madame Yerfouri, elle a beaucoup travaillé. On était ensemble au Comité national de nutrition, mais quand il s'occupait de ce secteur-là, il a fait un travail colossal. Et je te remercie encore une fois. Et je savais que tu es là et que tu vas intervenir. C'est pour ça que j'ai pas cité ton nom. C'est toujours un plaisir. Mais le temps ne le permet pas pour parler de tous les programmes, tous les micronutriments. L'idée, c'était de mettre le point sur... Alors, les SRO au Maroc, donc effectivement, l'OMS avait recommandé d'additionner le zinc, mais nous, après réflexion, on s'est dit, les SRO en général ne sont pas acceptés par l'enfant, et donc la période va être très courte, donc l'effet ne sera pas très important. Et ce qu'on a fait, c'est que dans le protocole de prise en charge des cas de diarrhée, le but c'était dans le protocole 15 jours de zinc pour les enfants qui ont une diarrhée. Et puis en cas de diarrhée persistante, la même chose. Voilà. Parce qu'il réduit quand même la fréquence et surtout le débit des diarrhées. Dernière question. C'est Abdelkarim. Je crois que si le rôle du pédiatre est majeur, est important, le rôle du ministère de la Santé est majeur. Parce que tout ce qui a touché la population en général, pour pouvoir dire 30%, c'est quand il y a des programmes ou non, national. Parce que les gens d'Asila, il faut pas compter sur les pédiatres, il faut compter sur l'État, qu'est-ce qu'il va faire. Il y a des infirmières, il y a dans le dispensaire, il faut leur apprendre comment diriger un régime de l'enfant. Et ça ne se fait pas. Et ça, je crois que c'est la chose primordiale. C'est que le ministère fasse des programmes. Parce que quand on a lutté contre le problème des protéines, c'était un problème, c'était l'OMS qui a dirigé. C'est elle qui a dit au Maroc, alors il y a beaucoup de choses
qui ne sont pas faites. Je crois que c'est un problème du ministère qui doit diriger. Une question que je voudrais poser, je m'étonne, je ne sais pas pourquoi la vitamine D, on en parle, le fer, tout le monde connaît le pourcentage et tout. Le déficit en vitamine D au Maroc et même dans certains pays et même en Europe, et je ne sais pas pourquoi il est négligé, alors qu'il y a des recommandations, la SFAPS, recommandations réétudiées récemment, ils ont dit 100 000 unités chaque 6 mois jusqu'à l'âge de 18 ans. Personne ne pratique, ne fait cette pratique, même pas les pédiatres privés. Alors que le ministère s'arrête à 6 mois. Et alors, et le reste, personne ne s'y intéresse. Et j'ai constaté que même dans les carnets de santé français, quand je demande aux gens non, d'après le professeur Tougnan, d'après les études qui ont été récemment faites, ils voulaient savoir si on va donner 50 000 unités aux enfants chaque 6 mois ou 100 000 unités. Ils se sont arrêtés sur 100 000 unités chaque 6 mois jusqu'à l'âge de 18 ans, chaque année. Et là, on a un apport quotidien qui n'est pas toxique et qui est rentable pour l'enfant. Et ça, c'est des schémas. Pourquoi ils ne pratiquent pas en France? Pourquoi ils ne pratiquent pas au Maroc? Pourquoi on s'arrête? Ben, je crois qu'il y a un vide là-dessus incroyable. Je ne comprends pas pourquoi. Non, franchement, en ce qui concerne la vitamine D, c'est douche. Il y a des efforts qui ont été faits, ne serait-ce que la prophylaxie, et surtout, il ne faut pas oublier la fortification. Il y a aussi un processus de fortification qui a été aussi élaboré par le ministère. Et on parlait au niveau africain tout dernièrement, et le Maroc, au niveau de l'Afrique, il est pionnier dans la fortification. Il y a Madame Yarfouri qui peut nous dire ça. Il y a la vitamine A, D, etc. Il y a des efforts. Mais on ne peut pas calquer le programme de la France ou des pays nordiques, mais le Maroc, alhamdoulilah, qui est le soleil déjà. Donc on ne peut pas être la même configuration. Si il y a programme, il faut tenir compte de cet élément. Mais les programmes, c'est Hamdouche, chaque fois qu'il y a, en tout cas moi j'évoque, c'est pas que je fais l'éloge, mais quand il s'agit de dire les choses, il faut les dire. Il y a des efforts qui ont été faits. Et l'exemple type dont je suis fier, et parce que j'ai vécu ça, et d'ailleurs, toi le premier, c'est le programme national d'immunisation, par exemple. Extraordinaire. C'est un exemple d'école magnifique. Merci, professeur Abkhari, pour, en tout cas, cette thématique passionnante. Je remercie encore une fois les laboratoires Blédina de nous avoir justement permis d'aborder cette thématique de nutrition. Et merci à l'assistance pour sa réactivité. Merci Saad Abkhari pour cette belle présentation. Merci le modérateur. Juste une remarque d'organisation. Quand on organise un congrès, c'est un congrès pour toucher la majorité des sujets qui intéressent les pédiatres. Et puis, c'est sûr qu'on va rester sur notre fin dans des sujets. On peut pas régler tout le problème. Donc, on était sur une thématique qui est très importante de santé publique. Nous sommes une société savante, on fait ce qu'on peut. Ce n'est qu'au ministère de la Santé de faire sa promotion, sa formation médicale continue. Donc il y a quand même un problème. Donc il ne faut pas nous demander plus qu'on peut faire. Donc voilà, c'était une remarque. Merci.